Donc bonjour à tous, je me présente, je m'appelle comme tous les mardis soirs Sylvain et je vais co-animer ce soir une nouvelle conf à la maison sur un sujet d'actualité depuis 3 jours puisqu'après 8 mois d'automne, l'été semble arriver et donc nous allons parler confort d'été. Marine sera donc la personne qui présentera la conférence. Et pour vous donner donc quelques consignes sur le déroulement de la soirée, comme d'habitude, on a normalement coupé les micros, les caméras par défaut pour éviter d'avoir des perturbations au niveau du son. Les questions, elles sont à poser sur le chat conversé en bas de l'onglet Zoom ou discussion, ça dépend. Là, chez moi, c'est discussion. Le webinaire, il est enregistré et il sera disponible en replay comme les précédents sur la chaîne YouTube de l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon. De toute façon, tous les gens qui seront inscrits aujourd'hui, qu'ils soient présents ou pas, recevront le lien vers le replay et vers une petite évaluation en ligne. Que vous dire de plus? On va quand même vous dire qui on est. Donc, on travaille tous les deux à l'Agence locale de l'énergie et du climat. Ce soir, on représente l'Espace Info Énergie Rhône Métropole de Lyon, qu'on co-anime avec les collègues de l'ALTE 69. On vous parlera, donc on aura trois grandes parties, hein, après une présentation rapide de l'ALEC et de l'Espace Info Énergie. On vous parlera des aspects conception-rénovation pour optimiser le confort d'été. Donc là, on va être en gros plutôt sur des gros travaux. On parlera ensuite des astuces pour maintenir un bon confort d'été. Donc là, on sera un peu plus sur les éco-gestes. Et enfin, on parlera des systèmes de rafraîchissement passif et des bons usages de la climatisation quand on n'a pas le choix. Voilà, donc chacune de ces trois parties se terminera d'un temps de questions-réponses. On vous demandera de poser vos questions sur le chat, comme d'habitude, sur l'onglet discussion. On essaiera d'y répondre au mieux. Et on essaiera aussi de rester dans le format habituel, qui est un format d'1 heure, avec, on va dire, 15 minutes de dépassement possible. On a plutôt l'habitude de dépasser que de faire moins. En tout cas, merci à vous d'être avec nous ce soir. Et on va tout de suite vous présenter le service, sur la diapo suivante, le service donc FAIRE Espace Info Énergie. Donc, c'est un service d'intérêt général qui est gratuit, neutre et indépendant des fournisseurs d'énergie et de matériaux. Donc, nous, on n'est pas une entreprise, on est associatif, on n'a rien à vendre, on fait du conseil. Donc, nous, on est là pour mettre de l'huile dans les rouages, on est là pour vous aider à aller vers des projets vertueux. Et on n'est pas du tout là pour vous dire d'acheter tel matériel, telle marque ou de vous faire équiper par tel installateur. On est vraiment neutre et indépendant. Donc, on a plusieurs niveaux d'intervention et de conseil. Évidemment, il y a tout ce qui est volet technique, donc avec les niveaux d'isolation, avec des préconisations techniques, des dimensionnements, des choses comme ça. Vous avez le volet économique. On peut notamment jeter un œil sur les devis et vous informer sur les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Tout ça dans une logique environnementale, c'est-à-dire que, évidemment, le but, c'est de vous faire économiser de l'argent, mais c'est aussi de limiter les émissions de gaz à effet de serre, puisque dans un contexte de réchauffement climatique et de consommation d'énergie fossile, on a l'obligation de passer à un autre système. Et donc, on est là pour vous aider sur ces différents aspects. On peut passer à la suivante. Le département du Rhône, donc vous avez l'ALEC qui va gérer la partie en grise, donc où c'est marqué Grand Lyon. Donc 59 communes, 1 400 000 habitants. On a un petit peu de quoi s'occuper. On doit être une quarantaine de salariés aujourd'hui à l'ALEC, puisqu'on a pas mal recruté même pendant la phase Covid. Les collègues de la LTE s'occupent du reste du département et ils ont quelques permanences décentralisées sur certaines communes un peu plus éloignées. Donc, en tout cas, le numéro de téléphone, vous l'aurez à la fin, c'est un guichet unique et vous avez en gros tapé 1 pour l'un des territoires, tapé 2 pour l'autre. Donc, Marine, le 1, c'est Métropole. C'est Métropole. Tu confirmes, le 2, c'est le reste du Rhône. Tout à fait. Et donc, voilà, aujourd'hui, on peut faire des rendez-vous en visio. On ne reçoit pas encore les gens en direct, mais ça ne devrait plus trop tarder. Enfin, en tout cas, ça dépendra des consignes sanitaires. Et maintenant, j'ai envie de te dire, chers collègues,
que c'est à toi de jouer. Très bien. Alors, Normalement. donc, bonjour à tous. Bonsoir à tous. Donc moi, je suis Marine Jeannot. Je suis conseillère en énergie à l'ALEC depuis bientôt, non, même plus que 3 ans aujourd'hui. Et je vais vous parler aujourd'hui du confort d'été. Je vais juste commencer rapidement par la rénovation performante. Ça, c'est une petite diapositive qu'on met à chaque fois. C'est un rappel. Donc, nous, ce qu'on préconise, c'est lorsque vous vous engagez dans une rénovation de votre logement, c'est de vous pencher sur une rénovation globale, parce que les rénovations globales qui incluent donc tous les postes de travaux, donc à savoir menuiserie, chauffage, isolation, ventilation, c'est plus performant si c'est fait d'un coup que si c'est fait poste à poste. Donc, si une année, vous faites le chauffage, puis 3 ans après, vous faites les fenêtres. Puis voilà. Donc, ce sera une rénovation performante en un seul coup sera toujours plus efficace qu'une rénovation, on va dire, au compte-gouttes. Et donc, ça, on va dire, c'est un peu un filigrane de notre présentation d'aujourd'hui aussi. Voilà, donc ça, c'est le petit rappel habituel. Sinon, on va se pencher donc sur le confort d'été. On va juste commencer très rapidement par qu'est-ce que c'est le confort d'été, parce que ça peut être un peu subjectif selon les personnes. En gros, c'est un ensemble de paramètres sur lesquels il est possible d'agir, donc pour réduire la surchauffe estivale qui pourrait avoir tendance à rendre inconfortable le logement, votre logement, donc, que ce soit une maison ou un appartement. Et donc, ces paramètres, ils sont liés donc soit à la conception du logement, soit à la gestion du logement, mais aussi à certains éléments physiologiques. Donc, un être humain n'a pas forcément la même sensation d'inconfort qu'un autre en fonction de différentes choses. Donc, le premier élément, c'est la vitesse de l'air et la température. Donc, ça va jouer. On se rend bien compte que quand il y a de l'air, du vent, voilà, on est mieux, même si la température est égale, par exemple, à la veille. La température des parois aussi est importante. Donc, on se sent toujours plus, entre guillemets, mal près d'une paroi très froide en hiver, par exemple, que d'une paroi qui est plus tempérée. Après, il y a le rayonnement solaire aussi. Donc, c'est les rayons du soleil direct, donc sur la peau. La tenue vestimentaire, évidemment, puisque finalement, c'est une sorte d'isolation, hein, ou pas. L'activité exercée. Donc, plus on est immobile, plus on a froid ou moins on a chaud. Et puis, évidemment, donc l'âge et l'état de santé de la personne, ça, c'est ce qu'on appelle le métabolisme, en fait. On ne va pas rentrer dans les détails physiologiques, mais c'est pour dire qu'une personne, par exemple, une personne âgée aura tendance à avoir plus froid. Enfin, et ça dépend, encore une fois, des personnes. Voilà, donc pour le confort d'été. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui? Donc, en gros, déjà, le premier enjeu, c'est de réussir à concevoir et ou de rénover, si c'est une rénovation, si ce n'est pas une maison neuve ou un logement neuf, un bâtiment qui va empêcher au maximum le chaud de pénétrer. Donc, c'est notre premier enjeu. Le second, ça va être de réussir à mettre en place des habitudes. Donc, ce n'est pas forcément des habitudes, c'est-à-dire qu'elles vont rentrer dans notre quotidien et qu'on n'aura plus besoin d'y penser, qui vont donc éviter de générer de la chaleur à l'intérieur. Mais aussi mettre en place des habitudes pour se protéger de la chaleur au bon moment. C'est-à-dire avoir le réflexe, par exemple, de fermer les volets quand il faut. On y reviendra. Mais voilà un peu aussi un des enjeux. Et évidemment aussi favoriser un renouvellement d'air au bon moment pour déstocker la chaleur qui s'est accumulée et pour faire rentrer du coup de l'air frais, ou plus frais en tout cas, que celui qui est à l'intérieur du logement. Et enfin, le dernier enjeu, ça va être d'installer des systèmes performants. Le cas échéant, donc quand on parle de système, c'est un élément qui va fonctionner avec de l'électricité, qui n'est pas neutre en énergie, même si il est très peu énergivore. Voilà, donc c'est la période, on va dire, qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est surtout entre juin et septembre. Donc, c'est à ces moments-là qu'il faut au maximum se protéger de la chaleur chez nous, en France. Mais c'est surtout finalement quand la température extérieure, elle devient supérieure à la température intérieure de confort souhaitée. Donc, c'est un petit peu actuellement que ça commence à se voir début juin et jusqu'à fin septembre. Après, ça dépendra de l'évolution du climat aussi.
Pour l'instant, c'est comme ça. Voilà. Donc, on va commencer par parler déjà donc, de la conception, comment concevoir et comment rénover un bâtiment pour optimiser le confort d'été. Et la première notion qui est importante à connaître pour concevoir un bâtiment qui est confortable en été, c'est de comprendre en fait comment se comporte le soleil en été. En fait, en été, le soleil il est très haut, comme vous voyez ici. Il est très haut. Et donc, il va avoir un rayonnement qui sera quand même assez finalement vertical, notamment au sud, en pleine journée. Alors qu'en hiver, c'est l'inverse, il est plutôt très bas, donc on voit l'angle solaire à 21 degrés au solstice d'hiver. Et donc, il aura tendance à rentrer plus, on va dire, plus horizontalement au sud, et donc à pénétrer plus facilement pour être stocké ensuite et apporter du chaud. Alors qu'en été, bon, c'est l'inverse, on a envie de se protéger. Donc, par exemple, une casquette peut suffire. Voilà. Donc ça, c'est on va dire c'est la première information qui est importante, c'est qu'en été, le soleil est haut. Par contre, il se couche quand il se couche et quand il se lève. Donc ici, vous voyez le plan d'une maison. Quand il se couche et qu'il se lève, donc quand il se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest, il est très bas, il est très rasant. Donc, c'est un peu le paradoxe été-hiver, c'est-à-dire qu'en été, on a envie de se protéger du soleil au maximum. Donc, on aura tendance plutôt à réduire les ouvertures, à se protéger, à mettre des occultations, alors qu'en hiver, on a envie d'en profiter au maximum. Donc, quand on conçoit une maison ou un appartement, on aura envie d'ouvrir, d'agrandir au maximum les fenêtres. Donc, les fenêtres qui sont au sud en majorité, mais aussi à l'est et à l'ouest. Alors qu'en été, c'est ces parois-là, donc est, ouest et ensuite sud, qui sont les plus, on va dire, défavorables et qui ont plus de rayonnement solaire direct. Donc, c'est là qu'on va avoir envie de s'en protéger. Et aujourd'hui, on est donc dans un climat en France où on aura quand même tendance pour l'instant à favoriser en premier lieu quand même le confort d'hiver, parce que pour réduire nos consommations énergétiques, on a envie de profiter quand même au maximum du soleil gratuit, hein, parce que c'est des apports qui sont gratuits, et donc du coup de créer des ouvertures qui sont importantes sur les parois, donc qui sont rouges, est et ouest, et surtout sur la paroi au sud. Et donc on ne va pas forcément traiter ces différentes parois de la même manière, c'est-à-dire qu'on ne va pas se protéger du soleil exactement pareil. Et une autre information qui peut être importante aussi là, c'est qu'au nord, il n'y a pas de rayonnement solaire direct en été, pardon, mais il y a quand même ce qu'on appelle du rayonnement solaire indirect, de la réverbération. Donc, on va quand même mettre des protections solaires sur toutes les parois d'une maison. Voilà. Donc, du coup, là, une fois qu'on a vu un petit peu la conception d'une maison, on va surtout voir comment se protéger finalement, puisqu'on a dit que nous, en France, on favorisait quand même plus les apports solaires en hiver. Donc l'été, il va falloir se protéger ses fenêtres qui sont au sud, à l'est et à l'ouest. Donc pour moi, c'est un des premiers éléments clés du confort d'été, c'est de se protéger donc, des rayonnements du soleil directement. Donc c'est en installant en priorité au sud, à l'est, mais surtout à l'ouest, des protections solaires. Donc, après cette diapositive, on verra en fait quel type de protection on peut installer, parce que ce n'est pas forcément que des volets, hein, ça peut être aussi d'autres types de protection. Mais je souligne le fait qu'il faut en installer à l'ouest, parce que l'ouest, c'est le soleil couchant qui est rasant et qui pénètre du coup de plein fouet à l'horizontale dans le foyer, enfin dans la maison. Ensuite, la deuxième notion qui est importante, c'est d'installer ces protections solaires à l'extérieur pour plus d'efficacité. En fait, une protection solaire à l'extérieur, elle va créer une sorte de zone tampon entre la fenêtre et le store ou le volet. Et donc, il sera hermétique, il y aura de l'air qui sera presque immobile. Et c'est cet air-là qui va isoler, qui va faire une sorte d'isolation et qui va permettre de stopper le flux de chaleur, enfin de le limiter, et d'éviter au rayonnement solaire de dégrader le confort d'été.
Donc, sachez quasiment par exemple, un store installé à l'intérieur, donc du côté intérieur de la fenêtre, est quasiment inefficace par rapport, en tout cas, au confort d'été. Après, il est occultant, ça c'est sûr. Et enfin, il faut opter pour des couleurs claires au maximum, donc des couleurs claires à l'extérieur, enfin des couleurs claires sur le volet, donc qui réfléchissent la lumière. Donc, on évite les couleurs qui captent au maximum. Bien sûr, ça c'est toujours aussi en fonction du plan local de l'urbanisme, on va se renseigner auprès de la mairie. Voilà. Donc ensuite, parmi ces différentes protections, qu'est-ce que vous pouvez installer? Donc déjà à l'extérieur, ça c'est sûr. Donc il existe donc des volets. Donc il existe les volets battants, bois par exemple, très très conventionnels en France, qui sont efficaces. Donc si vous avez déjà ça qui sont installés sur votre maison, moi je vous conseille quand même vivement dans un premier temps de les garder. Maintenant on peut mettre aussi des volets coulissants, bois ou autres matériaux. Et enfin, les persiennes comme ceci, qui sont efficaces un peu moins parce que du coup, elles ont souvent des lames d'air. En fait, tout ce qui va ne pas rendre le volet hermétique quand il est fermé, ça dégrade en fait l'aspect isolant du volet. Donc, c'est un peu comme ça que vous pouvez apprécier un volet. Ensuite, il y a d'autres protections qui fonctionnent vraiment très bien. C'est les volets roulants qui, eux, quand ils sont bien installés, ils permettent d'être hermétiques et qui peuvent aussi du coup s'ouvrir très légèrement pour avoir un peu de lumière à certains moments quand on en a besoin, par exemple, pas se retrouver complètement dedans. Et enfin, donc là, il existe un autre type de protection solaire, donc directe, mettre devant la fenêtre, qui s'appelle les brises soleil orientables, donc qui sont des lames comme ceci qui viennent se descendre comme un volet roulant. Mais après, donc ces lames, elles peuvent s'orienter aussi en fonction donc, de la lumière que vous souhaitez. Donc là, c'est vraiment intéressant. Puis ils peuvent être fermés aussi en totalité. Voilà. Donc le deuxième moyen de se protéger du soleil, c'est en créant de l'ombre sur les différentes façades. Donc, on ne va pas forcément créer le même type d'ombre sur les différentes façades. Donc, au sud, étant donné que le soleil est très haut, comme on l'a vu précédemment, on va pouvoir installer simplement une casquette comme ceci ou un auvent qu'il faudra dimensionner quand même suffisamment large pour qu'il puisse éviter ce qu'on appelle le phénomène de réverbération. Donc, comme ceci, là, comme vous voyez à gauche, ici, là. Donc là, celle-ci, elle est trop faible, en fait, parce que le soleil, il pénètre, il réverbère sur la terrasse et il rentre quand même, en fait, ici. Alors que celui-là, à droite, il est un petit peu plus profond. Donc, ça peut être soit une pergola, ça peut être une casquette qui a des bords de toit, en fait, qui est plus long. Voilà, ça peut être plusieurs types de protections comme ça qui créent de l'ombre. Et donc ça suffit finalement à protéger de l'entrée du rayonnement solaire au sud. Parce que du coup, à l'est et à l'ouest, c'est différent. Comme on disait, le soleil, il est rasant à ces deux endroits-là. Donc le matin à l'est, le soir à l'ouest. Et donc, on n'arrivera pas à se protéger suffisamment du rayonnement solaire direct en mettant une casquette. Parce que le soleil, il descend trop bas. Et surtout en fin de journée, c'est les moments où on n'a pas très envie de recevoir des rayonnements directs. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux installer de la végétation ou par exemple des morceaux de bois là, pour se séparer de son voisin, ça peut être ça, un claustrat, voilà, qui serait directement devant les fenêtres à l'ouest, surtout s'il y en a peu, par exemple. Donc, c'est un système ponctuel qui permettra d'éviter les rayonnements directs. On verra après dans le diaporama, il y aura d'autres solutions qui vous seront présentées, qui sont un peu plus précises, que vous pouvez donc installer à l'ouest. Mais voilà, donc on ne traite pas forcément ces deux parois, enfin ces deux orientations de la même manière. Voilà. Ensuite, on fait un petit focus sur les fenêtres de toit. Donc, comme vous l'avez vu, le soleil il est très haut en été. Donc, une fenêtre de toit, en fait, peu importe son orientation, enfin, peu importe, oui, son orientation sur le toit, donc que ce soit est, ouest, nord ou sud,
elle va prendre de plein fouet le rayonnement solaire parce que le soleil il monte très haut. Donc là, on voit par exemple ici c'est en hiver. Enfin, on voit qu'il arrive parfois même pas au-dessus de la maison. Donc, à ce moment-là, voilà, c'est pas grave. Mais en été, il est là, il est de plein fouet. Et en général, les fenêtres de toit, elles sont forcément dans des combles qui sont aménagés, qui sont déjà des zones sensibles à la chaleur parce qu'il y a peu d'inertie. On reviendra sur la notion d'inertie. Hein. Et donc, il faut absolument penser à prévoir le jour où vous installez une fenêtre de toit, un système de protection solaire extérieure. Et dans la mesure du possible, quand c'est le cas d'une conception, c'est plutôt privilégier les chiens assis, donc qui sont des espèces de fenêtres qui sortent un peu du toit. Donc, je n'ai pas mis d'image, je suis désolée, mais vous pouvez aller voir rapidement sur un moteur de recherche ce qu'est un chien assis. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a protégé, qu'on a fait des ouvertures et qu'on les a protégées, on va penser à la conception de l'enveloppe. Donc, l'enveloppe du bâtiment, elle est définie par l'isolation, mais aussi les matériaux de construction qui font le gros œuvre, hein, donc les murs, soit en parpaing, en briques, en béton, en ossature. Déjà, la première chose, c'est à savoir, hein, c'est qu'il faut conserver un maximum d'inertie dans une maison pour qu'elle puisse avoir un bon confort d'été. Donc, l'inertie, c'est la capacité à stocker de la chaleur dans les murs, le plancher, et d'autres éléments, les cloisons par exemple. Et plus l'inertie d'un bâtiment elle est élevée, et plus il se réchauffe, enfin, il va se réchauffer et se refroidir plus lentement. Donc ça permet d'être un atout en fait pour le confort d'été quand il n'y a pas de climatisation, parce que ça amortit en fait les pics de chaleur. Et bon, en hiver c'est la même chose, c'est pas le sujet. Est-ce qu'on peut dire quand même, Marine, j'ai de l'écho, je ne sais pas si vous avez de l'écho aussi. Je m'entendais avec de l'écho. C'est que jusqu'à présent, on avait beaucoup tendance à parler isolation par rapport à la réduction de factures de chauffage en hiver et pas spécifiquement pour l'été. Et qu'aujourd'hui, on a quand même des hivers qui tendent à être plus doux et que par contre, la problématique de l'inconfort d'été va être quelque chose qui va cesser de croître dans les prochaines décennies. Et que du coup, voilà, on est vraiment maintenant à un endroit géographique où on va avoir les deux problématiques, mais où la problématique estivale va devenir de plus en plus importante, particulièrement dans des villes denses et fortement bétonnées. Donc, il va falloir évidemment isoler, mais on verra qu'il faudra aussi faire d'autres choses. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il faut, quand on pense à la conception d'un bâtiment ou même sa rénovation, hein, donc on pense forcément aujourd'hui à l'isolation thermique pour réduire ses déperditions en hiver, mais on va surtout penser aussi penser à l'impact que ça va avoir sur le confort d'été. Et du coup, on va plutôt privilégier, si on peut, bien sûr, l'isolation thermique par l'extérieur, donc que ce soit des murs ou du toit. Donc, parce que du coup, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, l'isolation thermique par l'extérieur permet de conserver l'inertie du bâtiment, puisque l'isolation, elle se met autour. Donc, on garde les murs maçonnés ou les planchers béton à l'intérieur de l'espace chauffé, et l'isolation, elle vient autour. Et au niveau de la toiture, ça, c'est très important. Donc, soit d'isoler par l'extérieur, soit de bien réfléchir aussi au type de matériaux qu'on va mettre en œuvre, parce que la toiture, elle est vraiment soumise au rayonnement solaire direct, donc c'est elle qui va chauffer en majorité. Et la toiture, c'est en quasi-majorité des matériaux qui sont plutôt légers, donc c'est du bois, la charpente bois, sauf dans certains immeubles, on a des toitures terrasses. Donc là, on ne se posera pas la question de la même manière. Mais en tout cas, quand il y a une charpente bois, donc il y a peu d'inertie. Donc c'est là où il faut vraiment se poser la question du type de matériaux et du type de technicité à mettre en œuvre. Du coup, je vais passer au diapositive d'après. Donc, ce qui est important, c'est effectivement où est-ce qu'on met l'isolation. En majorité, il vaut mieux donc la mettre à l'extérieur. Et enfin, on va se poser quand même des questions sur la nature de l'isolant et sa performance.
Donc, au niveau de la performance, on va raisonner en résistance thermique. Hein. Là, c'est le même, on va dire, c'est le même critère que le confort d'hiver. Donc, plus la résistance thermique d'un isolant est élevée, et meilleur son pouvoir isolant est. Et on ne met pas tout à fait les mêmes types de résistance thermique en fonction des parois. Donc, on va mettre plus de résistance thermique au niveau du toit, puisque le toit, c'est là où la chaleur monte. Mais du coup, c'est aussi là où la chaleur rentre, hein, en été. Donc, en hiver, c'est là où la chaleur sort, et en été, c'est l'inverse. Et au niveau des murs, on mettra une résistance thermique un peu moins importante, mais tout aussi primordiale. Voilà, donc ça, c'est le critère à regarder. Le deuxième critère, c'est la nature de l'isolant. Donc, il faut privilégier au maximum un isolant de nature végétale biosourcée. Donc, pourquoi? Bonne question. Donc, au-delà du fait qu'au niveau de sa fabrication, son impact sur l'environnement est inférieur, mais c'est surtout parce que ce sont des matériaux qui ont un déphasage thermique qui est important. Donc, le déphasage thermique, ça définit en fait le temps que met à traverser l'onde de chaleur. Et en fait, plus le déphasage thermique est important, donc plus la chaleur va mettre du temps à rentrer. Donc, par exemple, à midi, en plein mois de juillet, le soleil il tape à fond, par exemple, sur votre toiture. Si vous avez un matériau qui a une isolation, qui a un déphasage thermique important, à ce moment-là, la chaleur, elle finira par pénétrer que 8 à 12 heures après, pendant la nuit ou la soirée, qui est un moment en fait où vous pouvez profiter de l'air qui est plus frais à l'extérieur pour déstocker, donc ouvrir les fenêtres et ventiler au maximum. Voilà pourquoi on privilégie en fait ce type de matériaux. Donc, si je résume, isolation thermique par l'extérieur, matériaux plutôt biosourcés et respecter des niveaux minimaux, niveau minimal de performance pour chaque paroi. Donc ensuite, l'autre point important, ça va être de créer un environnement autour du bâtiment qui sera plutôt favorable à créer un confort d'été agréable, un bon confort d'été. Donc, la première notion, ça va être de végétaliser au maximum. Déjà parce que ça crée de l'ombre, mais aussi parce que ça amène, en fait, par phénomène d'évapotranspiration, une sorte d'ambiance un peu confortable, un peu de fraîcheur, un peu d'humidité, parce que ça vit, en fait, contrairement à du béton, par exemple. Donc, déjà, dans un premier temps, végétaliser tout autour de la maison, du bâtiment. Si c'est une copropriété, c'est autour de, si vous avez des espaces débétonisés, mais des espaces verts dans la mesure du possible. Voilà, donc végétaliser avec, par exemple, ça peut être des plantes grimpantes tout sur les bâtiments. Ça peut être aussi donc au maximum privilégier les végétaux à feuilles caduques, parce que du coup, en été, en hiver, pardon, ils perdent leurs feuilles, donc ils laissent plus passer le soleil, donc on peut capter le soleil pour le confort d'hiver. Et en été, ils sont bien touffus, donc ils permettent de limiter l'apport de soleil. Et ensuite, donc moi j'avais noté, donc ça je vous le dis, mais moi je ne connais pas bien, Sylvain, tu me diras, il disait l'idéal est de favoriser les espèces mellifères qui produisent pollen et nectar pour les abeilles. Donc c'est un plus, les érables, les châtaigniers, les noisetiers, les clémentiniers, etc. Ça favorise la biodiversité. Et du coup, c'est d'une pierre deux coups. Ça, c'est vrai que c'est un plus. Bon, maintenant, ça ne grimpe pas trop au mur, les châtaigniers, les choses comme ça. Après, il y a pas mal de choses. Il y a de la vigne, il y a pas mal d'espèces, des jasmins, des choses qui sont en fleurs, en feuilles, à la belle saison, et même des rosiers grimpants. Enfin, il y a pas mal d'options. On peut faire partir des câblettes, faire orienter des végétaux dessus, des hippomées, enfin tout un tas de choses qui peuvent effectivement éviter que le soleil tape directement sur le mur. Et je sais qu'il y a une des conférences qu'on a fait il y a quelques semaines, il y a un des participants qui nous a dit que lui, avec de la vigne vierge, il avait une température de 10 degrés de moins sur le mur entre une partie avec la vigne et une partie sans la vigne. Donc, mine de rien, c'est quand même pas négligeable en termes de protection solaire naturelle.
Oui, et du coup, pour finir, vous pouvez aussi sur le mur installer une treille et donc faire pousser une plante un peu grimpante. Ça lui permet d'adhérer en fait au mur. Voilà. Et après, vous pouvez aussi envisager de mettre une végétation qui est du coup localisée, là en l'occurrence. Donc au sud, pour créer par exemple une pergola végétalisée. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Hein. D'un côté, vous protégez les fenêtres qui sont donc au sud, les apports solaires, et vous rapportez du végétal. Voilà. Attention aux petits fruits qui tombent quand on mange sur la terrasse. Et donc ensuite, vous pouvez aussi, dans la mesure du possible, hein, lors de la conception, prévoir une haie écran, par exemple. Donc une haie très très dense au sud, à l'ouest, pardon, pour éviter du coup là. Donc là, si on reprend ici, c'est la façade ouest, pour éviter ça c'est l'est, c'est pas grave. Pour éviter le rayonnement, désolé, pour éviter le rayonnement direct horizontal du soir et du matin, hein, en l'occurrence. Et au sud, par exemple, ici, on peut imaginer la plantation d'un arbre donc à feuilles caduques pour protéger la baie qui est grande, là, qui est dans la cuisine. Voilà pour la végétation. On peut déjà faire. Là, c'était la partie conception du bâtiment. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une question qui est arrivée entre-temps. Donc, c'était une question sur les valeurs de R, savoir si elles étaient absolues ou relatives pour une rénovation. Alors, peut-être que je n'ai pas bien compris la question, mais en gros, une résistance thermique, elle dépend de la conductivité thermique du matériau et de l'épaisseur du matériau. On calcule, donc on fait l'épaisseur sur la conductivité thermique. La conductivité thermique, c'est une valeur qui est calculée pour chacun des matériaux. C'est plus il est conducteur et plus il a une conductivité thermique importante, par exemple le métal. Voilà. Et un isolant, pour vous donner une idée, a une conductivité thermique de 0,001 par exemple, ou 0,04. Je ne sais pas si c'est très précis comme réponse par rapport à la question. Voilà. Du coup. Alors, les marques d'isolants végétaux. Du coup, moi, j'aurais tendance à dire que je ne donne pas de marque, puisqu'on est neutre et indépendant. Donc, je suis désolée, je ne peux pas en donner, même s'il y en a plein. Hein. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de grossistes en matériaux écologiques sur le territoire. On peut retrouver plein de produits. On nous demande aussi si la ouate de cellulose est un isolant biosourcé. Oui, c'est issu du papier, qui est lui-même issu des arbres. Et c'est un matériau recyclé. Après, il y a des abacs de déphasage en fonction des matériaux. Alors, on a une fiche à l'espace Info Énergie. Donc, si vous nous contactez par téléphone, on peut vous l'envoyer, qui est dédiée au déphasage, qui vous explique la notion et qui vous explique du coup comment le calculer. Il y a des abacs, on a une fiche spéciale qui est disponible aussi sur notre site internet. Ce qu'on peut dire aussi pour compléter, c'est qu'on a des collègues de l'association Oikos qui sont spécialisés dans le conseil en éco-construction et qu'eux, ils sont notamment des spécialistes des matériaux biosourcés, puisque d'ailleurs, il y a quelques semaines, on a fait intervenir François Leroux en co-animation et même en animation essentielle d'une de nos confs à la maison sur les matériaux biosourcés. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les contacter. Ils pourront sûrement vous donner des infos complémentaires. C'est Oikos, on va vous l'écrire. Je vais carrément mettre le lien sur le chat du site internet. Alors, je suis désolée, on me dit dans l'oreillette que je dois m'activer parce qu'on a un temps dédié. Du coup, je vais peut-être passer à la session d'après. Ok, voilà. Puis on verra du coup si on a du temps à la fin. On verra. Voilà. À la fin, on répondra à l'ensemble des questions si on reste. Ok, donc je vais me dépêcher, désolée, je parle beaucoup. Alors, donc les astuces, donc là c'est les astuces, quand on parle d'astuces, c'est plutôt qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme habitude en fait pour maintenir un bon confort d'été dans votre logement. Donc là, normalement, pas besoin de gros travaux, c'est simplement ce qu'on appelle des gestes. En fait. Donc la première chose, ça va être de créer un renouvellement d'air pendant les périodes où la température extérieure devient inférieure à votre température intérieure. Donc en général, ça peut être dans les grosses périodes de canicule, ça peut être que quand la nuit est bien installée ou bien en soirée. Donc, on va essayer de créer au maximum un renouvellement d'air. Donc, soit on a une VMC, une ventilation mécanique,
double flux, par exemple, mais j'en reparlerai après. Soit donc, on va ouvrir les fenêtres et au maximum, le plus de fenêtres possible et si possible, il faut que la ventilation soit les ouvertures soient traversantes. Ça fait un renouvellement d'air qui est plus efficace. Voilà pour la première chose. Donc en fait, ça va permettre de déstocker la chaleur qui s'est accumulée la journée. Ensuite, concernant les volets et les fenêtres, donc la journée, on ferme les volets, mais on ferme aussi les fenêtres. Ça, c'est très important parce qu'on aura tendance parfois à penser que les fenêtres ouvertes, ça crée un flux d'air, donc c'est plus agréable, etc. Mais non, en fait, ça laisse juste rentrer de l'air chaud. Donc, c'est pas ce qu'on veut à ce moment-là. Donc, il faut fermer aussi les fenêtres. Et par contre, pendant la nuit, au maximum ventiler, donc les fenêtres ouvertes en grand et les volets ouverts au maximum dans la mesure du possible en fonction de là où on se trouve au niveau de la géographie. Enfin, deuxième chose, après, ça va être de maîtriser l'utilisation des appareils qui émettent de la chaleur. Donc, par exemple, on va éviter de se faire cuire un poulet rôti en plein mois de juillet à midi, si on veut en tout cas avoir un bon confort d'été, parce que ça va créer de la chaleur. Et c'est un moment où on n'en a pas forcément besoin. Et donc, je vais vous montrer une diapositive après qui détaille un petit peu les différents matériels, ce que ça émet. Mais en gros, éviter au maximum tout ce qui produit beaucoup de chaleur. Donc, choisir déjà des appareils qui sont les plus économes possibles. Et ensuite, limiter leur utilisation. Et plutôt privilégier, alors là, j'ai mis de salade, hein, mais en gros, c'est manger cru ou bien faire cuire les éléments à l'extérieur sur la plancha, le barbecue. Enfin, voilà, tout ce qui peut émettre de la chaleur à l'extérieur. On va éviter l'usage d'appareils qui ont des résistances, quoi, qui transforment l'électricité en chaleur et qui vont venir rajouter des apports internes importants, quoi. Voilà. Et on va aussi, du coup, essayer au maximum de ce qu'on appelle de faire la chasse aux veilles. Donc, les veilles de la télévision, la box qui fonctionne en continu, même quand on ne l'utilise pas, les veilles des appareils Wi-Fi. Donc, c'est installer, par exemple, des multiprises avec des boutons pour éteindre complètement l'appareil. Donc, pour vous donner une idée, là, on a un tableau, en fait, qui donne, en fonction des types de matériel des appareils, ce que ça apporte comme chaleur en watts par jour. Donc, par exemple, une plaque de cuisson, on voit que c'est un des éléments qui en apporte le plus, avec la machine à laver, la lampe halogène et le sèche-linge. Donc, la machine à laver, on la fait tourner plutôt la nuit, le soir. En plus, on profite des heures creuses, donc c'est tout bénef. Le sèche-linge, on fait sécher son linge au maximum sur un étendoir. Et les lampes halogènes, si on en a, vaut mieux s'en séparer. Voilà, donc c'est un petit peu, ça vous donne une idée de ce que ça peut créer en fait comme chaleur et qu'il faut l'éviter au maximum. Et ça, c'est des choses qu'on voit très bien quand on fait de la thermographie infrarouge. Moi, ça m'est arrivé en hiver de thermographier donc des façades extérieures à la caméra infrarouge et puis en rentrant chez les gens de passer aussi la caméra par l'intérieur. Et là, on voit tous les appareils qui sont en veille, qui dégagent de la chaleur et du coup qui en image infrarouge apparaissent en plus coloré. Et voilà, les gens n'imaginent pas forcément, mais en fait, on a quand même beaucoup d'appareils dans le logement, dont certains qui sont branchés toute l'année. Et donc, notamment les box, par exemple, ça peut être intéressant de les couper la nuit. Oui, ah oui, très important. Okay. Ensuite, du coup, toujours dans la même lancée, au niveau de l'isolation, on va essayer au maximum d'éviter que les canalisations qui nous amènent l'eau chaude nous chauffent. Donc, on va au maximum les isoler dans l'espace chauffé, dans la maison, dans l'appartement. Et idem, si vous avez votre ballon d'eau chaude d'eau chaude sanitaire, qui se trouve à l'intérieur de la maison. Donc, quand je dis à l'intérieur de la maison, c'est dans l'espace chauffé, c'est-à-dire que s'il est dans un garage un peu isolé, c'est moins important, mais ce le sera pour l'hiver, hein, dans tous les cas. Donc, vous pouvez l'isoler. Donc, ça permet d'éviter qu'il fasse radiateur, en fait, tout simplement. On appelle ça calorifugé, hein, c'est bien ça? Voilà, le calorifuge des canalisations et du ballon d'eau chaude sanitaire. Donc, pour plus d'informations concernant ce qu'on appelle les éco-gestes, en fait, c'est tous les gestes et les habitudes que vous pouvez mettre en place pour réduire vos consommations énergétiques. Elles auront dans tous les cas un impact et sur l'été et sur l'hiver.
déjà sur votre porte-monnaie, mais en plus aussi sur votre consommation. Et donc, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, il y a une conférence qui a été faite à ce sujet, donc sur les éco-gestes. Donc, je vous invite aussi à la visionner si vous voulez aller plus loin là-dedans. Donc, vous pourrez aussi, de toute façon, c'est là où vous trouverez le lien vers la conférence Confort d'été, se trouvera aussi celui des éco-gestes. Donc là, on a une petite session questions-réponses, rapidement, si besoin. Sinon, on fera tout à la fin, s'il n'y a pas de questions. Je te propose de continuer, puis on fera tout à la fin en un seul bloc, comme là, c'était une partie plus courte. Ouais, je te laisse enchaîner. Ok. Et donc, en dernier lieu, donc les systèmes, moi je les appelle les systèmes passifs, mais en fait, ce n'est pas vraiment le terme. Hein. C'est des systèmes qui consomment, où le rafraîchissement n'est pas actif, en tout cas. Donc, ça va être la ventilation, notamment, et les puits canadiens. Et enfin, donc, dans le cas où on est obligé, contraint, ou pour des raisons de santé ou autre, on doit, on doit installer un système de climatisation. À ce moment-là, on va vous donner quand même quelques informations pour que ce soit fait dans les meilleures conditions et utilisé de manière économe. Donc, le premier système pour apporter du frais, en tout cas pour déstocker la chaleur, ça peut être d'installer une ventilation double flux. Une ventilation double flux, donc ça fonctionne de la manière suivante. Il va y avoir une extraction de l'air vicié dans les pièces humides, cuisine, salle de bain et toilettes. Et il va avoir une prise d'air à l'extérieur et un soufflage dans les pièces sèches, chambre, bureau, salon. Et ces deux flux d'air, donc celui qui sort, celui qui rentre, ils vont se croiser dans un échangeur. Donc pour l'hiver, c'est intéressant parce que ça permet à l'air qui entre de ne pas être complètement froid. Et donc, déjà pour le confort, c'est plus intéressant de ne pas avoir de l'air froid qui nous souffle dessus, mais aussi parce que ça va réduire les consommations énergétiques, puisque c'est de l'air qu'il ne faudra pas chauffer. Et en été, donc c'est l'inverse. Donc si à l'extérieur il fait chaud et qu'à l'intérieur il fait plus frais, à ce moment-là, donc l'air frais, l'air frais qui sort, il va refroidir un petit peu l'air qui rentre. Mais il y a des moments donc où l'air à l'extérieur, il est plus frais que l'air qui est à l'intérieur. Ça arrive, donc, par exemple, quand il y a une canicule, notre maison, elle monte en température, et elle se retrouve à une température, par exemple, de 30 degrés. Et à l'extérieur, par contre, la nuit, on arrive quand même à avoir des températures qui baissent, qui sont autour de 20 degrés à certains moments. Et là, on n'a plus envie que la ventilation mécanique, elle récupère le froid. Parce que du coup, l'air qui rentre, il est plus frais. Et l'air qui sort, il est trop chaud. Donc à ce moment-là, on va vouloir que notre ventilation double flux, elle ne se serve plus de l'échangeur de chaleur et qu'elle le court-circuite. Et à ce moment-là, il faut installer un système de bypass. Donc un bypass, c'est un terme qui n'est pas forcément lié que à la ventilation. Donc ça va être un système qui permettra de passer au-dessus de l'échangeur et du coup, de ne pas réchauffer l'air qui rentre, mais de faire rentrer directement de l'air qui est à l'extérieur, par exemple, qui est à 18 degrés. Et donc, cet air, il va après se diffuser dans toutes les pièces, comme ça, sèche. Et donc, ça permettra de refroidir au maximum. On va faire fonctionner la VMC, la ventilation, avec un débit important. Hein. Et le bypass, il va se déclencher tout seul. Hein. Il faut choisir un modèle automatique. Et donc, ça va permettre de rafraîchir la maison donc de manière, on va dire, automatique, sans qu'on ait besoin d'ouvrir les fenêtres. Donc, c'est intéressant dans les zones où il y a beaucoup de bruit, par exemple, où vous ne pouvez pas ouvrir vos fenêtres. Ou bien dans les zones un peu à risque, où on va éviter d'ouvrir en grand sa fenêtre au rez-de-chaussée dans certains lieux. Mais aussi, ça permet tout simplement, quand on n'est pas là, de le faire. Donc, quand on n'est pas à la maison, par exemple. Voilà, donc de réchauffer, de rafraîchir sa maison. Donc voilà, donc si vous installez un système de ventilation mécanique double flux, bien pensez à installer et à prévoir un système de bypass sur la VMC double flux. Donc pour plus d'informations à ce sujet, donc sur la double flux, si vous souhaitez vous lancer dans cette aventure, il faut prendre rendez-vous à l'Espace Info-Énergie pour qu'on aille plus en détail et puis pour faire une rénovation un peu plus.
Ensuite, un autre système qu'on peut ajouter justement à un système de ventilation de double flux, c'est de mettre en place un puits canadien. Alors, un puits canadien ou climatique, hein, ça dépend. Donc, le principe, c'est de créer un conduit qui va avoir une dimension de 30 à 50 mètres en fonction des besoins. Donc, un conduit soit avec simplement de l'air qui circule, soit avec de l'eau qui circule. On va l'enterrer donc dans le sol entre 1,5 et 3 mètres de profondeur. Et en fait, cette eau ou cet air qui passe dans ce conduit, il va capter le frais du sol parce que le sol est toujours tempéré. Vous voyez, en hiver, en été, il est à 12, entre 12 et 14 degrés. Donc voilà le principe du puits canadien. Il récupère du frais et ou du chaud en été et il va venir, on va dire, il va venir seconder la ventilation double flux. Il va apporter que du plus à la ventilation double flux, donc plus de frais en été et un peu plus de chaud en hiver. Voilà. Donc un puits canadien, c'est quand même une conception qui est assez fine. Et donc, ça se réfléchit vraiment en amont, hein, souvent quand on construit une maison, ou bien quand on rénove. Voilà, mais en tout cas, pour un petit mini retour d'expérience, je crois que tu en avais un, Sylvain, toi. Moi, je sais que je connais quelques. Donc, qui est quand même, le coût d'installation est important et il faut vraiment soigner l'installation parce que sinon, ça peut créer des dans ça. Oui. Moi, je connais des gens qui sont équipés. Alors, je ne sais pas si on m'entend parce que ma connexion a l'air instable. Donc voilà, je connais des gens qui sont équipés, qui en sont très, très satisfaits. Mais c'est vrai que ça doit se faire, ça doit se dimensionner, se calculer en amont. Oui. On parle aussi parfois de puits provençal. Oui, voilà, oui, effectivement. Et juste pour vous dire qu'on est sur des thématiques qui sont quand même pas très récentes, puisque là, je viens de retrouver la trace d'un livre que j'avais lu il y a bien longtemps. Je vous mets le lien d'ailleurs, qui est un livre qui s'appelle Fraîcheur sans clim, de Thierry Salomon et Claude Aubert, là, qui sont donc des spécialistes du sujet. Et ça date de 2004. Donc déjà en 2004, on annonçait des canicules à répétition. Aujourd'hui, on les annonce encore plus et de plus grande ampleur. Donc voilà, il est vraiment intéressant de se pencher sur le sujet. Mais là, on va dire qu'on va être vraiment plutôt sur de la construction neuve et pas forcément sur une logique réno, quoi. Ok. Ensuite, donc ça, c'est pas un système. Et ensuite, on va dire une autre manière de pouvoir un peu rafraîchir, en tout cas avoir une meilleure sensation au niveau du confort, c'est de brasser l'air. Donc avec soit un ventilateur, soit un brasseur d'air comme ça qui est installé au plafond. Donc là, à proprement parler, ça ne va pas réduire la température de la pièce, mais ça va améliorer le confort. En fait, c'est ce que je disais au tout début. Quand on a de l'air frais sur notre peau, enfin de l'air tout simplement, pas de l'air frais, ça permet de sentir, en fait, d'abaisser un peu la température ressentie de 2 à 3 degrés. Donc voilà pourquoi c'est important de prévoir un brasseur d'air. Donc si par exemple vous avez une température de 30 degrés dans votre logement, si vous mettez un brasseur d'air, vous aurez, on espère, une sensation à plutôt 27 et donc là c'est supportable. Après, ceux qui sont installés au moment de la conception, par exemple, ou de la rénovation du logement, qui sont installés en plafonnier, ils sont plus efficaces, ils font moins de bruit et du coup, ils sont intégrés, quoi. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de les sortir, de les emmener. Voilà. C'est un peu l'avantage du brasseur d'air qui est au plafond. Voilà. Donc évidemment, on brasse l'air dans une pièce qui est occupée. Alors, si vous sortez de la pièce, c'est plus la peine parce que c'est simplement pour une question de confort, ça ne va pas refroidir la pièce. Voilà, en gros. Ça permet, alors après je ne vais pas vous faire le topo, mais ça permet parfois dans certains cas d'éviter l'installation d'une climatisation. Alors certes, ça consomme de l'énergie, un brasseur d'air, hein, forcément c'est relié à l'électricité, mais par rapport à l'installation d'une climatisation, c'est quand même assez économe, enfin beaucoup plus économe. Voilà. Et ça crée moins de nuisances sonores qu'une pompe à chaleur, par exemple. Voilà. Ah, voilà, oui, donc, dans le cas où vous êtes
contraints de climatiser pour des raisons, par exemple, de santé, ou parce qu'il fait vraiment, c'est vraiment trop impossible d'ouvrir les fenêtres, etc., dans le lieu où vous vous trouvez et qui est trop passant en ville, etc. À ce moment-là, il faut quand même bien préparer déjà l'installation de climatisation. C'est la première chose, c'est-à-dire donc en premier lieu, bien choisir le modèle. Donc, pour qu'il soit, on va dire, pour qu'il soit performant, hein, le modèle de climatisation que vous installez, il faut se fier en majorité à son étiquette énergie. Donc, ça donnera la classe énergétique de l'appareil. Donc, la classe de l'énergie énergétique de l'appareil, les meilleurs, c'est A+++. Sachez par exemple qu'en ce moment, les A+, c'est les moins bonnes. Hein. Il faut vraiment une A+++. Donc l'étiquette, elle va indiquer la classe énergétique, la puissance. Donc la puissance en kilowatts, plus elle est élevée et plus ça peut refroidir une grande superficie, par exemple, de logement. Et un autre coefficient qui s'appelle EER, c'est le coefficient d'efficacité frigorifique, donc, que vous pouvez regarder. Et enfin, le niveau sonore, ça c'est très important. Voilà. Parce que du coup, c'est quand même un système thermodynamique qu'on appelle comme un frigo. Hein, et donc, un frigo, vous l'entendez vous-même, c'est du bruit. Donc, voilà. Donc déjà, voilà, bien choisir son système. Il faut éviter au maximum de se jeter sur un matériel qui est bas de gamme, qu'on achète, où on va mettre, on va ouvrir à moitié la fenêtre pour mettre le conduit. Enfin, voilà. Le mieux, si on veut mettre une climatisation, c'est vraiment de se poser la question en amont et faire quelque chose de cohérent et de performant. Et donc, pour bien préparer l'installation, il faut faire appel à des professionnels qui sont référencés. Donc, vous avez le site internet là où il y a toutes les entreprises qui sont agréées pour l'usage, enfin la pose et la manipulation de fluides frigorigènes. Donc, les fluides frigorigènes, c'est les fluides qui se trouvent notamment dans les systèmes de climatiseurs et qui sont très polluants pour l'environnement s'ils sont libérés. Voilà. Donc, vous avez le site ici. Ensuite, on va quand même, j'étais obligée quand même de vous donner un peu les inconvénients de la climatisation, parce qu'on prêche quand même au maximum de ne pas en installer parce que ça consomme de l'énergie. Voilà. Et puis les précautions aussi. Donc, un inconvénient, c'est que quand on climatise, si on veut que ce soit quand même plutôt économe, on va vivre avec les fenêtres et les portes fermées. Parce que si on ouvre, c'est complètement aberrant. C'est comme si on chauffait une fenêtre, c'est comme si on chauffait une maison en ouvrant les fenêtres. Voilà. Ensuite, il y a certains appareils, donc, comme je disais, qui peuvent être bruyants. Donc là, c'est important déjà de réfléchir à où est-ce qu'on va installer le module extérieur. S'il est directement en visu d'une paroi, de chez le voisin, donc on va discuter avec lui. Forcément, c'est un coût d'achat. Et puis après, c'est un coût d'installation qui n'est pas négligeable. Donc, c'est assez modéré quand même comme consommation parce que c'est un système thermodynamique. Ça veut dire que ça ne consomme pas directement l'électricité, mais qu'il y a un système de changement de pression. Mais bon, ça rajoute forcément de la consommation électrique. Donc, ça augmente la facture énergétique annuelle. Et forcément, donc, ça augmente la consommation globale d'énergie en France. Et en fait, avant, il y avait des pics de chaleur, des pics de consommation et des besoins d'énergie en hiver. Et aujourd'hui, on observe le même phénomène en été à cause des climatisations. Et c'est des moments où en France, nous, étant donné qu'on est quand même, on a une grosse production d'électricité qui est faite avec le nucléaire, où quand il fait trop chaud, le nucléaire, c'est un peu plus dangereux. Si Sylvain, si tu veux te rajouter quelque chose, n'hésite pas. Mais du coup, c'est... Oui, pardon. Non, mais c'est vrai que en période, de toute façon, en période de grosse chaleur, il y a une concurrence sur l'accès à la ressource en eau, que tout le monde veut de l'eau et qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Donc, les énergéticiens veulent de l'eau à turbiner dans les barrages et de l'eau pour refroidir les centrales. Les écologistes et les pêcheurs veulent de l'eau pour qu'il y ait suffisamment de biodiversité dans les rivières. Les agriculteurs veulent de l'eau pour arroser. Et d'ailleurs, à un moment, on ne va pas pouvoir continuer de faire du maïs sur une grande partie du territoire qui consomme autant d'eau. Donc, c'est vrai que c'est
voilà, on se retrouve par moment à devoir fermer des tranches de centrales nucléaires parce qu'on n'est plus capable de les refroidir. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement récent, quoi. Tout à fait. Ouais. Et un dernier point, un dernier inconvénient, c'est quand même le confort. Donc, ça, on s'en rend compte des fois quand on rentre dans un magasin très climatisé puis qu'on ressort après qu'il fait 35 degrés et qu'il y a un gros choc thermique. Et si on en fait régulièrement, et ben, ça peut être assez défavorable pour la santé, les écarts de température. Donc, au maximum, on va dire, il ne faut pas que la température de climatisation elle soit inférieure. Il faut, en gros, pas descendre en dessous de 26 degrés dans votre logement, surtout s'il fait 38, c'est aberrant. Et au maximum, donc, la différence de température de 7 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, les différents systèmes de climatisation, ça, je vais balayer un peu rapidement, mais en gros, il y a des systèmes dits unitaires, donc comme les climatiseurs ici monoblocs, qui sont mobiles. C'était un peu ce que j'évoquais tout à l'heure en disant qu'il ne faut pas se précipiter sur du matériel bas de gamme qu'on installe quand il y a une grosse chaleur, une grosse canicule, parce qu'en fait, ce type de matériel, en général, on va l'utiliser. Il faut forcément qu'il y ait un tuyau d'évacuation, hein, donc pour ce type de matériel de climatiseur monobloc. Et donc, on va être obligé d'ouvrir la fenêtre. Donc, plus la fenêtre, dès que la fenêtre est entrebâillée, c'est beaucoup moins efficace que si on était les fenêtres fermées. C'est plutôt à déconseiller ce type d'installation. Après, il existe donc les climatiseurs fixes split. Là, en l'occurrence, c'est plus efficace parce qu'on va faire installer ça par un professionnel et il va faire une gaine, mais il y aura un carottage qui sera fait dans le mur. Et la fenêtre donc est fermée. Donc voilà un type de système qui peut être installé. Et donc ça, c'est assez intéressant dans le cas, par exemple, où on veut installer un système de climatisation, mais pas dans toutes les pièces de la maison. Si on a par exemple des difficultés à dormir, c'est très chaud, que notre chambre elle est située à l'ouest, on est dans un immeuble, à ce moment-là, ça peut être installé que dans une pièce. On choisit un climatiseur qui aura une petite puissance parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup de froid. Voilà un peu un cas de figure. Et enfin, donc, il y a un autre type de système qui s'appelle, qui est central, donc qui du coup peut rafraîchir en fait l'ensemble de la maison. Et là, il y a deux grands types de matériel. Il y a donc la pompe à chaleur air extérieur eau, mais uniquement sur plancher chauffant. Donc le plancher chauffant peut devenir plancher rafraîchissant en fait. Ça ne marche pas sur des radiateurs, hein. Il y a un phénomène de condensation qui est trop important. Mais du coup, sur un plancher chauffant, sur un plancher rafraîchissant, on peut venir donc apporter un peu de rafraîchissement grâce à la pompe à chaleur qui devient réversible en fait. Donc son système thermodynamique s'inverse en fait. Voilà. Donc c'est par exemple dans le cas où vous faites une rénovation énergétique performante et que vous installez une pompe à chaleur RO, à ce moment-là, vous pouvez réfléchir à éventuellement la choisir réversible. C'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne, plutôt que l'inverse. Et enfin, il y a un deuxième système donc, qui s'appelle les pompes à chaleur, on va dire RR, où donc, il y a un système thermodynamique ici qui vient capter de l'air à l'extérieur et ensuite qui va redistribuer soit l'air froid en été, soit l'air chaud en hiver, avec des gaines qui seront après distribuées dans chacune des pièces de la maison. Voilà pour les deux systèmes. Le seul de tous ces systèmes qui peut vous octroyer le droit à une aide financière importante, c'est donc le système de pompe à chaleur air extérieur eau. Voilà, un petit peu. Et enfin, on a fait un peu le tour. Voilà, donc c'est déjà un premier défrichage de ce qu'est le confort d'été, comment l'améliorer. Et puis après, si vous voulez aller plus loin. Ça correspondait bien de toute façon au temps qu'on avait pour en parler ce soir. Donc, il y a quelques questions qui sont arrivées. Est-ce que tu as une idée de coût pour l'installation d'une double flux avec un bypass? Oui, alors une double flux, c'est entre 4 et 8 000 euros.
Le bypass étant inclus là dans le prix. Désormais, on fait quasiment que des systèmes avec bypass, mais à vérifier. Cette différence de prix entre 4 et 8 000 euros, il est important parce que ça dépend en fait si on se trouve déjà en neuf ou en rénovation et de la complexité du bâtiment pour créer les gaines. Voilà. Il faut en mettre dans toutes les pièces. Alors, question suivante. Comme il y a des fuites, comme pour les pompes à chaleur, il faut certainement regarder le pouvoir de nuisance des fluides frigorifiques ou frigorigènes. Avec le CO2 comme référence, bah oui, évidemment qu'on est, de même que la voiture où on nous dit qu'il faut régulièrement recharger le circuit de fluide de la voiture, il y a des pertes et c'est vrai qu'on a certains fluides qui, alors je ne sais pas aujourd'hui si c'est encore le cas de ceux qui sont employés, mais je sais qu'à une époque, on avait des fluides qui étaient 1000 à 2000 fois pires que le CO2 en matière de gaz à effet de serre ou en tout cas d'impact sur le changement climatique. En fait, ils ont beaucoup d'impact sur la couche d'ozone. Les fluides frigorigènes, donc il y a le R134A, ils ont des noms un peu barbares comme ça. Et il y en a certains qui sont désormais interdits parce qu'ils étaient vraiment trop nuisibles. Je ne sais plus exactement lesquels parce qu'il y en a plusieurs. Et ils sont interdits à la vente, mais il y en a encore des systèmes qui ont ces fluides-là dans leur pompe à chaleur. Ouais. À ce moment-là, il faut vraiment faire appel pour l'entretien des machines à des professionnels qui sont vraiment agréés pour ce type d'installation. Alors, c'est peut-être l'occasion de dire, parce que c'est vrai qu'il y a souvent confusion entre effet de serre et trou de la couche d'ozone. Donc, on peut avoir certains gaz qui jouent sur les deux, mais en tout cas, le trou de la couche d'ozone, en gros, c'est un effet chimique, c'est-à-dire c'est des gaz qui vont manger d'autres gaz, pour faire simple. Et l'effet de serre, on est sur un effet physique, le principe de la vitre de la serre qui va réchauffer l'air pour, par exemple, que les légumes poussent plus vite. Donc voilà, on peut avoir des gaz qui jouent sur les deux, mais on n'est pas sur les mêmes procédés en tout cas. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait comme dernière question? Donc, le plus important est d'apprendre à s'adapter davantage à la chaleur ou au froid sans faire appel à de l'énergie. Oui, ça c'est sûr. C'est clair. Et c'est pour ça que le GIEC et les différents scientifiques font à la fois les travaux sur la notion d'atténuation, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a tout le volet adaptation. Et l'adaptation, ça passe notamment par de la végétalisation en ville. Et je sais que ça fait longtemps que la ville de Lyon travaille sur le sujet. Je sais que ça devient un enjeu très, très important, en tout cas pour la métropole et pour la nouvelle équipe en place. Donc, il va falloir vraiment qu'on travaille à tous les niveaux. Mais en tout cas, il est clair qu'on va devoir redévelopper de la végétalisation, remettre de l'eau dans la ville aussi. Quelle épaisseur de briques monomure minimum pour confort d'été en construction neuve? Là, je ne peux pas répondre parce qu'en fait, le confort d'été, il dépend tellement de paramètres que de l'orientation, justement, de la végétalisation, des occultations, de l'utilisation, de l'usage. Donc, comme ça, c'est trop complexe pour répondre. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'en matière d'épaisseur, on est un peu léger sur de la 37,5 en termes de valeur isolante, et que si on veut aller sur du plus performant, c'est plutôt du 49 cm d'épaisseur sur cette technologie-là. De toute façon, aujourd'hui, avec la nouvelle réglementation thermique qui va sortir, on ne pourra plus pas mettre de la brique monomure seule, il faudra forcément mettre un isolant. Sauf si c'est un système, mais là je vais dire une marque, alors c'est pas bien, de construction de béton cellulaire par exemple, qui sont eux-mêmes très isolants. Ensuite, compromis. Okay. Alors, donc là, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque. Hop, je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou d'autres remarques. Moi, j'ai peut-être juste un dernier truc à ajouter finalement auquel je pense. Évidemment, plus on va créer un peu une sensation aussi d'humidité à l'intérieur d'une maison, donc, qui va faire le phénomène d'évaporation avec la chaleur. Donc, plus ça va apporter un petit peu une meilleure sensation de confort. Donc, par exemple, si on veut étendre son linge et le faire sécher à l'intérieur, ça peut être un petit plus, quoi. Mais j'ai oublié de dire.
je te propose de passer à nos coordonnées pour que les gens puissent nous joindre le cas échéant. On a des conseillers qui sont là, en gros, tous les jours aux horaires de bureau, qui peuvent répondre au téléphone, éventuellement par rendez-vous visio, si vous avez des projets sur le territoire de la métropole ou en dehors, sur le reste du Rhône. Donc, nous sommes dans la gare des Brotteaux, l'aile nord, au-dessus de la brasserie l'Est, au premier étage. Les collègues de la LTE 69 ont des permanences délocalisées sur un certain nombre de communes, comme je vous disais tout à l'heure. Merci Marine. Vous avez donc le numéro de téléphone avec tapez 1, tapez 2 pour métropole et hors métropole. Et puis, vous avez aussi l'équivalent pour d'autres départements, parce que c'est vrai que très proche de Lyon, on a l'Ain, on a l'Isère, et que vous avez nos homologues, donc dans l'Ain, l'Agence locale de l'énergie et du climat, donc 01, on a l'AGEDEN sur l'Isère, donc, et la LEC de Grenoble. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à contacter les collègues. Vous regardez de toute façon Espace Info Énergie ou Réseau Fer et vous trouverez les espaces Info Énergie qui pourront vous renseigner, même si vous n'habitez pas le département du Rhône. En tout cas, on vous souhaite à tous une très bonne soirée. Le lien vers le replay vous sera envoyé d'ici 2-3 jours. On devrait refaire la semaine prochaine une édition sur les aides financières. On avait déjà fait ça en début d'année, mais comme on a des centaines de nouveaux contacts tous les mois, on va repartir sur des nouveaux sujets. Puis on n'a pas non plus la capacité à inventer des nouveaux sujets différents chaque semaine. Donc, en tout cas, on devrait aussi proposer quelque chose en fin du mois de juin sur la qualité de l'air intérieur et impact sur la santé. Donc voilà, on espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et on est à votre disposition pour aller plus loin. Bon, en tout cas, je te remercie Marine pour ton intervention très claire et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Et voilà.